Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire qui, franchement, défie tout ce qu'on pense savoir sur la vie, la mort et la conscience. C'est le dossier d'un homme qui a ramené des souvenirs absolument impossibles d'un moment où, cliniquement, il était mort. Une véritable enquête sur l'inexplicable. Et tout, vraiment tout, commence avec cette phrase, prononcée par un chirurgien à son patient. Ces quelques mots, ils sont au cœur de toute l'affaire. Ils transforment une expérience personnelle en un cas d'étude fascinant, où la science se retrouve face à une réalité qu'elle ne peut tout simplement pas expliquer. Alors, c'est quoi le cœur du mystère? Eh bien, c'est simple et en même temps complètement fou. Un homme, dont le cœur et le cerveau se sont arrêtés de fonctionner, se souvient de détails ultra précis et vérifiables de sa propre réanimation. Des souvenirs qu'il n'aurait jamais dû pouvoir former. Essayons d'imaginer la scène, d'accord? On est des semaines après l'accident, le patient est sur son lit d'hôpital, et là, il déballe face à son chirurgien une liste de pièce à conviction absolument impossible. Il décrit avec une précision photographique un numéro sur le mur, le badge d'un collègue, la bague que portait le chirurgien. Il se souvient même du son strident des moniteurs, qui signifie une chose, son cerveau était plat. Et c'est là que tout bascule. C'est le paradoxe scientifique à l'état pur. Un électroencéphalogramme plat, ça veut dire zéro activité cérébrale mesurable. Un cerveau éteint, c'est un peu comme un ordinateur débranché. Rien ne rentre, rien ne sort. Alors la question qui tue, d'où viennent ces souvenirs? Mais attendez, avant de se plonger dans l'expérience elle-même, il faut absolument qu'on revienne en arrière. Parce que pour comprendre cet événement extraordinaire, il faut voir la série quasi incroyable de hasards qui ont permis à cet homme d'avoir ne serait-ce qu'une chance d'arriver vivant sur la table d'opération. Sa vie d'avant, c'était un véritable tourbillon. On le surnommait Monsieur 100 000 volts. Imaginez le tableau. 3 boulots en même temps, toujours à la bourre, toujours en train de courir. Ce contraste est capital, parce que le calme profond qu'il va vivre, c'est l'antithèse totale de l'homme qu'il était. Regardez bien cette chaîne d'événements, c'est à peine croyable. Chaque maillon est un coup de chance monumental. Un téléphone portable en demi, un appel à la police au lieu des secours, un médecin urgentiste qui se trouve être la voiture juste derrière, et le plus fou, le plus improbable, un simple gobelet de café. Ce café a retardé un chirurgien juste assez pour qu'il jette un œil distrait à une radio et qu'il voie l'hémorragie mortelle que personne n'avait vue. Sans un seul de ces éléments, il n'y a plus d'histoire, c'est fini. Et puis, il arrive à l'hôpital, et là, son cœur lâche. C'est là que le vrai voyage commence. Mais il ne sombre pas dans le noir, pas du tout. Au contraire, c'est comme s'il se réveillait, mais au plafond, en train de regarder toute la scène d'en haut. Et là, le contraste est saisissant. Il n'y a pas d'autre mot. En bas, sur la table d'opération, c'est la pure violence. Son corps se fait secouer par un massage cardiaque hyper brutal, l'équipe est en panique, les machines hurlent. Mais lui, de là-haut, il ressent une paix, une sérénité totale, un truc qu'il n'avait jamais connu de sa vie. Aucune douleur, juste une quiétude absolue. Et cette pensée qu'il a, elle résume tout. Arrêtez, vous lui faites mal. Il parle de son propre corps comme si c'était quelqu'un d'autre. La déconnexion est totale. Sa conscience est là, et son corps, il est là-bas. Et puis, d'un coup, le plafond s'efface. Il est attiré, comme aspiré par une lumière intense. Mais attention, ce n'est pas juste un truc visuel. Il le décrit comme une présence. C'est une immersion totale dans un sentiment d'amour avec un grand A, un amour pur, inconditionnel. Quelque chose qui n'a aucun équivalent sur Terre. Bon, avance rapide. Des semaines passent, il est en convalescence, et ses images, ses souvenirs tournent en boucle. Il prend son courage à deux mains et décide de tout raconter au chirurgien qui lui a sauvé la vie, même s'il est persuadé qu'on va le prendre pour un dingue. C'est l'heure de vérité. Il y va vraiment sur la pointe des pieds, parce que lui-même, au fond, avec son esprit super cartésien, il n'y croit pas. Il se dit « c'est impossible ». Il s'attend à ce que le médecin lui tapote l'épaule en disant « ce sont les médicaments, mon bon monsieur ». Et là, le visage du chirurgien change. Il écoute et un par un, il confirme chaque détail. Le numéro sur le mur, c'est bien la salle où vous étiez. Le badge, c'est celui de mon collègue anesthésiste. La bague que vous décrivez, c'est la mienne. Et c'est là que la bombe est lâchée. Le verdict qui met la science KO. Vous ne pouvez pas avoir ces souvenirs, car à ce moment-là, votre cerveau était éteint. Vous étiez cliniquement mort. Cette confirmation, elle fait tout basculer. D'un coup, ce n'est plus une hallucination, ce n'est plus un rêve, c'est un fait, validé par un homme de science. Et ce fait va pulvériser sa vie d'avant. C'est le point de départ d'une toute nouvelle existence. Et ce parcours, il s'étale sur des années. Regardez, en 2000, l'accident, l'EMI. Juste après, la confirmation du chirurgien qui met le feu aux poudres. S'ensuivent 2 années de quête, de recherche de sens, pour aboutir, 10 ans plus tard, à quelque chose de totalement inattendu,
il devient prêtre. Et ce qui est super important à comprendre, c'est que ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Au début, son premier réflexe, c'est le rejet total. Il essaye de rationaliser, de chasser ces images de sa tête. C'est vraiment la preuve, la confirmation du chirurgien qui l'a acculé, qui l'a forcé à se dire « Ok, c'est arrivé, c'est réel ». Sa transformation, en fait, elle colle parfaitement à ce qu'on observe dans des milliers d'autres cas similaires. La peur de la mort disparaît complètement, elle est remplacée par la certitude que ce n'est qu'un passage. Et puis vient ce besoin viscéral de redéfinir sa vie et de la consacrer au service des autres. Après avoir exploré d'autres spiritualités, d'autres chemins, il a compris. Il a compris que le cœur de son expérience, le truc qui avait tout changé, c'était ce sentiment d'amour inconditionnel. C'est ça et uniquement ça qui a donné une direction claire à son besoin de servir et qui l'a mené à la prêtrise. Toute cette histoire nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Du gobelet de café du chirurgien à ce coup de fil providentiel, sa survie ne tient qu'à une série de hasards. Alors on peut se demander, et si les coïncidences dans nos propres vies, ce n'étaient pas juste des hasards, si c'était des messages qu'on n'a tout simplement pas encore appris à déchiffrer?